Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, pas de répit pour les investisseurs. La logique de purge reste la logique qui domine en ce moment sur les marchés actions entre autres, avec des baisses de 1 à 1,5% pour les indices européens en cette fin de séance et toujours beaucoup de nervosité sur les marchés américains. On peut imaginer que la séance à Wall Street va être longue avec déjà pas mal de yo-yo depuis l'ouverture pour les indices américains, à commencer par le Nasdaq qui trouve assez peu de soutien, il faut le dire, malgré des rendements obligataires qui se détendent quand même depuis quelques jours. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs multi-actifs. Enfin, les taux et l'obligataire commencent à servir de refuge dans une période qui reste toujours très incertaine et mouvementée. Des taux qui servent de refuge, on peut le lire aussi d'une manière inquiétante sur la croissance. Et c'est d'ailleurs le sujet qui commence à transparaître à travers les derniers avertissements dont on a parlé ces derniers jours, de poids lourds emblématiques dans le secteur de la consommation de base aux États-Unis, Walmart ou encore Target. Des avertissements qui ont fait très très mal au cours de bourse et qui ont créé quand même un petit choc sur le marché. C'est vrai que les valorisations se sont ajustées avec la baisse des prix. Est-ce qu'il faut regarder maintenant la partie des résultats avec un regard un peu différent, sachant que les analystes attendent encore des progressions, peut-être jusqu'à 9-10% des bénéfices américains cette année, peut-être entre 7 et 10% là aussi pour les bénéfices des sociétés européennes, et encore j'exclus la partie liée à l'énergie et aux matières premières en général. Est-ce que ces attentes sont encore trop ambitieuses aujourd'hui? Ça semble être le questionnement du marché après les chocs de Walmart et de Target ces derniers jours. Les marges des entreprises commencent donc à être sous pression. Voilà pour les sujets de marché avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on parlera à nouveau des produits structurés. Je dis à nouveau parce que on a parlé des produits structurés pas mal ces derniers temps. Ce sont des solutions d'investissement visiblement qui retrouvent ou qui trouvent un intérêt nouveau, tactique peut-être auprès des investisseurs, voire des trésoriers d'entreprise. Et c'est une boutique, une fintech spécialisée notamment dans les produits structurés que nous retrouverons à 17h45. Le président fondateur de Linceus Partners, Patrick Chotard, sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florian Yelpo est avec nous ce soir, le responsable de la gestion macro et multi-assets de Lombard-Odier. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Olivier de Béranger d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général délégué et directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier. Et Benoît Pelloual avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. Est-ce que la saison des warnings est ouverte, Benoît? On a en tête évidemment les avertissements lancés coup sur coup par Walmart et Target dans la grande distribution aux États-Unis, la consommation de base, avec peut-être une lecture macro d'ailleurs derrière l'ampleur de ces groupes. Il y a quand même un petit questionnement macro sur la tenue de la consommation aux États-Unis, y compris pour des segments de consommation essentiels. Visiblement, la question est posée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors effectivement, on était dans une période où l'inflation était un gros sujet pour les marchés, un gros sujet d'agitation, et effectivement, on commence à peine à en voir les effets sur l'économie réelle, je dirais, les effets récessifs commencent à arriver, puisque l'inflation a un effet récessif. Et ce qui est très intéressant, c'est que du point de vue des entreprises, il y avait une facilité pour l'instant à faire passer justement ces hausses de prix, et là c'est plus le cas. Enfin, en tout cas, ça va commencer très sérieusement à s'atténuer. Quand on regarde les marges des entreprises, on est sur un pic, et un peu comme l'inflation, le pic est franchi. Et donc, oui, effectivement, il va falloir mettre ça en parallèle avec ce qu'attendent aujourd'hui les analystes. Et jusqu'à présent, les analystes étaient, je dirais, dans une situation, malgré un contexte un peu difficile, finalement assez confortable, puisque il faut bien avoir en tête qu'un point de croissance macro, c'est grosso modo 7 points de croissance d'IPS. C'est à peu près la relation qu'on a. Stable. Et si vous regardez le scénario macro depuis le début de l'année, qui était consensuel, c'était que la croissance très forte allait ensuite atterrir pas loin de sa croissance potentielle. Et donc encore aujourd'hui, quand on regarde la croissance en zone euro, on est autour de 2,6 dans le consensus, aux États-Unis autour de 3. Enfin, c'est des niveaux qui sont largement
suffisant pour avoir une croissance EPS qui soit tout à fait enviable. Nous, ce qui nous inquiète, c'est notamment pour la dynamique pour l'année prochaine, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde le comportement des analystes, on a toujours une tendance à réviser pas mal à la hausse. Et même sur les chiffres de l'année prochaine, alors que de plus en plus on révise le scénario macro à la baisse et que de plus en plus cette hypothèse d'une récession gagne en épaisseur dans le raisonnement. Et donc oui, on pense effectivement, et historiquement, les analystes comme les managements des entreprises effectivement tentent d'anticiper, mais les retournements brutaux ne sont pas généralement super bien anticipés. Et donc nous, on est assez effectivement... Si les chiffres de cette année, on peut y donner pas mal de confiance, on pense que l'année prochaine, il y a quand même des risques assez sérieux à ce que ce soit révisé, puisque ce scénario de risque de récession est en train de gagner. Et donc effectivement, c'est extrêmement important parce que cette dimension des marges qui ne cessait de progresser dans ce contexte inflationniste, c'est une courroie de transmission de l'inflation en réalité. Et on va commencer d'un point de vue macro à véritablement en sentir les effets. On le voit déjà en France et en Allemagne, la consommation a commencé à s'affaisser. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ça n'a pour l'instant pas encore été le cas. La consommation tient. Alors que ça fait 12 mois consécutifs et d'une ampleur assez importante où on détruit du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il y a des hausses de salaire, mais ils sont très loin de compenser justement cette inflation. Mais ça crée donc ce phénomène d'illusion nominale. Exactement. Qui pour l'instant continue de maintenir une forme d'illusion. Et on est à la fin de cette illusion, à mon sens, justement. Et alors, beaucoup d'économistes ont mis en avant l'idée qu'effectivement, aux États-Unis, on a ce matelas d'épargne constitué pendant la pandémie qui allait pouvoir nous sauver face à ces effets récessifs de l'inflation. Et puis on a deux jobs ouverts pour un chômeur toujours dans l'économie américaine. Exactement. Sauf que sur le marché du travail, si le scénario de récession gagne en épaisseur, la situation risque de s'inverser et peut aller très très vite de ce point de vue-là. Ah oui. Même avec ce niveau de tension, de 2 postes ouverts pour un chômeur. Non, mais c'est une sachant qu'il y a une dimension aussi structurelle, les populations les plus seniors qui ont probablement quitté ce marché du travail, il y a assez peu de chances qu'elles y reviennent. Donc il y a une dimension structurelle, mais il ne faut pas oublier que cette dimension conjoncturelle, si la situation se dégrade, ça peut aller très très vite dans l'autre sens. Et nous, on est assez inquiets sur justement l'impact en définitive sur la consommation. On a été probablement un peu dans l'illusion que la consommation va tenir aux États-Unis. Nous, on est assez d'avis qu'on va en sentir les impacts là prochainement. Ce qui a fait illusion, c'est cette croyance dans cette épargne, mais également, nous, ce qui nous inquiète, c'est justement le crédit. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un recours au crédit très important aux États-Unis ces derniers mois, qui est quasiment historique, en variation, en volume mensuel. Et ça, en réalité, c'est absolument pas rassurant. Ça laisse entendre que les ménages aisés ont plutôt mis de côté cette épargne, mais les ménages modestes ont recours au crédit pour maintenir leur train de vie. Ce qui, historiquement, ce qu'on fait dans des crises liées à l'énergie. C'est-à-dire qu'au début, on maintient son train de vie. Sauf qu'ensuite, on n'arrive plus à le maintenir. C'est ça. Il ne faut pas lire le recours au crédit à la consommation comme étant un signal de confiance dans l'avenir. J'ai confiance, donc je m'endette sans regarder. Non, c'est une nécessité. C'est inquiétant, effectivement. C'est une nécessité. Et si on compte sur l'épargne des ménages les plus aisés, nous, on est assez dubitatifs dans la mesure où ces ménages-là auront de quoi faire pour traverser la crise, mais auront un comportement de précaution avec leur épargne, parce qu'ils savent très bien, c'est les effets de neutralité ricardienne. On est dans des pays qui sont très endettés, justement encore plus forts à l'issue de cette crise. Et en général, ça n'incite pas à dépenser son épargne, bien au contraire pour les ménages aisés. Donc attention, on est peut-être au bout de cette logique où la consommation n'est pas véritablement impactée. Elle risque d'être maintenant impactée de façon assez tangible. Et donc, c'est maintenant que les marges des entreprises sont à risque, Olivier. On va voir un peu qui ont été peut-être les passagers clandestins du pricing power. C'était facile, tout le monde avait du pricing power jusqu'à présent. Je crois surtout qu'en tout cas, nous, en tant qu'investisseurs en entreprise et stock picker, on va refaire notre métier. Est-ce que j'écoutais attentivement ce qui vient d'être dit et je pense que, bien sûr, il y a les moyennes, il y a la macro, il y a les chiffres globaux, mais il y a une dispersion des cas qui est rarement vue. Le cas de Target est intéressant. Target fait un bon chiffre d'affaires. Il n'y a pas de problème de chiffre d'affaires. Le problème qu'ils ont Target, c'est que les produits à grosse marge ont été peu achetés et que les produits à faible marge ont été très achetés. Donc, globalement, le chiffre d'affaires est correct, mais c'est sa composition, c'est le mix ce qui est pas bon. Et pourquoi est-ce que la marge diminue ? C'est par définition. Si vous avez des produits chers, ils tournent plutôt moins souvent dans vos rayons que des produits pas chers, et que quand vous avez des effets de stock qui tournent très vite, et Walmart a exactement le même problème, vous vous retrouvez avec des produits peu margés, sur lesquels vous êtes avec des problèmes de chaîne de production et de fourniture qui sont difficiles. Vous vous retrouvez à payer le litre
d'essence pour approvisionner vos magasins qui vous coûtent cher sur des produits peu margés, et ainsi de suite. Et sur ces produits-là, typiquement, il n'y a pas beaucoup de pricing power. Il y a quasiment zéro pricing power pour le moment, puisque c'est là où la compétition est la plus forte. C'est d'ailleurs là où, traditionnellement, vous avez les discounters, tous ces gens qui jouent sur l'effet prix. Et ce qui est compliqué actuellement, c'est que l'effet volume est délétère. C'est ça qui est difficile à anticiper quand vous faites des prévisions de résultats. C'est-à-dire que paradoxalement, en gros, plus Target va vendre de produits pas chers, moins sa marge va être bonne. Ce qui n'est pas forcément ce qu'avaient en tête les analystes. Mais ça, je dirais que c'est sur des segments de l'économie, et c'est peut-être difficile de généraliser. Moi, il y a une publication qui m'a marqué, c'est Solvay, chimiste, 25% de hausse de chiffre d'affaires au premier trimestre, 30% de croissance de l'EBITDA de mémoire, donc vous êtes assez impressionné par les chiffres. Et quand vous regardez dans le détail, il y a 5% de volume, 20% d'effet prix. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont un vrai pricing power. Et là, je réponds à votre question sur y a-t-il des passagers clandestins du pricing power? Probablement. Oui, oui. Mais il y a aussi des grands gagnants du pricing power. Elle n'est pas située au même niveau que Walmart ou Target dans la chaîne. Exactement. Solvay, hein. Elle n'est pas dans la même chaîne, et probablement qu'elle a des produits difficilement substituables, et probablement que sur ce qu'elle faut vendre, je ne connais pas assez bien les produits fabriqués par Solvay, mais probablement qui sont difficilement trouvables ailleurs ou à meilleur prix, et donc il y a pricing power. Donc je pense que tout le métier pour cette année de l'analyste action, ça va être d'essayer de trier le bon grain de livret, qui a du vrai pricing power, qui en a pas, qui a des produits qui sont substituables. Ça, c'est une grande question pour 2022. Est-ce que vous êtes sur un marché en gros oligopolistique sur lequel vous n'avez pas de substitut à vos produits ou pas? Et ça rend potentiellement les dispersions de performance dans les indices très fortes, parce que si on regarde l'indice européen, on est à moins 15, peut-être à moins 17 avec ce soir. Quand on voit le scénario qu'on a vécu depuis le début de l'année, finalement, entre guillemets, c'est pas cher payé. Mais selon les secteurs, vous avez vécu ce début d'année 2022 pas du tout de la même manière. Hein. Pour mémoire, dans le S&P 500, depuis le début de l'année, il y a plus de 5 sous-secteurs qui sont en hausse de plus de 50%. Bon, ils sont tous liés aux matières premières, à l'énergie, aux commodities. Mais ça veut dire que selon la manière dont votre portefeuille est composé, vous n'avez pas vécu le même début d'année de 2022. Ouais. Quand vous regardez alors le fameux PE aujourd'hui, Florian, est-ce que, après l'ajustement des prix, est-ce que le risque, c'est l'ajustement des résultats? Et quand on regarde les choses en agrégé, d'un point de vue macro, est-ce que, 9-10% de progression aux États-Unis des résultats, c'est encore envisageable pour cette année? Est-ce que, alors j'ai même vu, pour le stock 600, c'est même plus de 13%, mais j'enlève les matières premières, secteur matières premières, on tombe à 7-8% de croissance des résultats. Est-ce que c'est quelque chose d'atteignable, ou est-ce qu'il y a un vrai risque de ce point de vue-là, et quel risque ça implique pour les prix de marché à ce stade? Je vais jouer le rôle un petit peu du parti d'opposition. Non, avant tout, il y a un élément en tout cas qui me semble assez marquant, assez intéressant, c'est le price action de mercredi dernier, pour moi, a été un peu un pivot dans le marché. J'entends l'argument de dire le marché... Il faut nous rappeler la situation mercredi dernier, et qu'est-ce qui s'est passé mercredi dernier, Florian? Mercredi dernier, on a eu la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, le rapport de l'inflation aux États-Unis. Jusqu'à présent, le marché, il a traité essentiellement sur la remontée des taux réels. En tout cas, à mon sens, c'est essentiellement... oui, le coût de la vie progresse, mais aussi le coût du financement. Et ce coût du financement, il pèse plus particulièrement sur certains secteurs qui sont plus particulièrement dépendants du financement. Cette histoire, elle s'est un petit peu interrompue mercredi dernier à l'occasion de la publication de ce rapport sur l'inflation. Il y a eu deux éléments assez clés. Le rapport est pas très bon. L'inflation est plus importante qu'attendue. On n'a pas encore passé le pic d'inflation. En tout cas, il semblerait qu'on n'ait pas encore passé le pic d'inflation. Pire encore, c'est l'inflation de l'housing, l'inflation immobilière. La pire des inflations, en tout cas du point de vue de la Fed, celle qui est la plus difficile à tuer sans générer une récession derrière, qui semble pointer vraiment le bout de son nez. Et le marché, sur cette nouvelle, commence par baisser, puis ensuite finit par remonter. On enchaîne 2 séances très positives. Le marché commence à se dire... finalement, ça va. Mais ce mercredi-là, ce qu'on a pu observer, c'est equity qui baisse, obligations qui montent. Et ça, c'était la première fois qu'on le voyait depuis le début de l'année, c'est-à-dire vraiment le marché qui, je vais dans votre sens, le marché qui commence à vous dire, si la Fed de monter plus ses taux, on va en récession, je vais commencer à pricer de la récession. Finalement,
on rétropédale un petit peu, on se retrouve à avant-hier, hier et finalement aujourd'hui. Et là, le risque de récession commence un petit peu à nous chatouiller. Donc la seule vraie bonne question, à mon sens, c'est est-ce qu'on est à l'orée d'une récession ? Est-ce que la récession, elle est pour demain ? Est-ce qu'elle est au deuxième trimestre ? Nous, vous savez, on a des indicateurs de nowcasting qui sont des indicateurs macro qu'on agrège, qui permettent de prendre un petit peu la température. Ces indicateurs, ils nous disent il n'y a pas de récession en Europe, il n'y a pas de récession aux États-Unis, il y a un semblant de récession en Chine. C'est là où on en est aujourd'hui. Et ensuite, de là, il faut dessiner la suite du chemin. Ouais. Et alors, la suite du chemin, bien malin, celui qui saura la dessiner. J'entends bien l'argument de dire, finalement, l'an prochain, on est vraiment inquiet sur, non pas les marges, mais on est inquiet sur les earnings eux-mêmes. Ouais. Et il y a un horizon, il y a un timing à avoir. Ouais. La récession, elle n'est pas pour demain. Le marché est extrêmement bearish. Le positionnement du marché aujourd'hui, il est très, très, très négatif. On n'est pas positif, vous le savez, sur le futur. Non, mais on détaillera le niveau de pessimisme d'ailleurs que vous avez pu atteindre, Florian. Non, mais ça m'intéresse cette relation entre le marché action et le marché obligataire, qui est toujours une relation qui peut varier dans le temps, alors parfois sur des périodes très très longues là. Mais le fait que voir les taux baisser et voir le marché monter, le price action de mercredi dernier, c'est une nouvelle relation qui s'installe ou oui ? C'est ce que semble dire le marché, c'est que même encore aujourd'hui, on a le même price action. Pire que ça, mercredi, on avait les matières premières qui ont baissé furtivement. À un petit moment, il y a eu une petite prime de décroissance qui a commencé à être envisagée. Il baisse pas mal là aujourd'hui d'ailleurs les matières premières. Donc, oui, aujourd'hui, on a encore... C'est un price action de récession et le marché pour l'instant, il yoyote autour de ce scénario-là. Mais on n'y est pas. Si on y était, on serait beaucoup plus bas. Le marché action serait beaucoup plus bas. Oui. Enfin, là, je ne sais pas, il faut 10 BP de baisse sur le 10 ans américain pour stabiliser le Nasdaq. Éviter que le Nasdaq, qui a déjà plongé de 5% hier, continue de plonger aujourd'hui. C'est comme ça que je comprends la situation du moment. Exactement. C'est pour nous, c'est la seule façon que peut avoir le marché de faire une pause, en tout cas, ou d'entamer peut-être un bear market rally, comme on dit, c'est-à-dire une remontée avant de connaître une phase plus difficile. Oui, mais si vous dites que la récession n'est pas pour demain, ça veut dire que le marché obligataire va à un moment... en prendre conscience également. Donc le 10 ans, est-ce qu'il doit être à 2,50 ou est-ce qu'il doit être à 3,50 ? On pense que 3, c'est pas mal. 3, c'est pas mal. On pense qu'on a déjà fait un bon bout du chemin. Taux réel à 0,5, 2,5 d'inflation. Nous, c'est quelque chose qui nous parle assez comme scénario. Et puis, on a beaucoup de caisses de pension avec qui on est en contact et qui nous disent mon horizon d'investissement, c'est 2 ans. Est-ce que c'est le moment de remettre au pot sur les obligations ? Et on aurait de la peine à leur dire non. Benoît ? Non, mais enfin, je rejoins parfaitement si le scénario si la récession est effectivement peut-être en ligne de mire, il peut se passer beaucoup de choses et beaucoup de temps avant d'arriver en récession. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce qui en est dit sur les corrélations taux-actions. On voit bien qu'en réalité, quand les taux américains ont dépassé déjà les 2,5, il a commencé à avoir des mouvements qui étaient un peu plus compliqués pour les marchés actions. Signe que cette hausse des taux est peut-être était déjà trop importante. Et je rejoins là-dessus, c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément la récession immédiate que les taux ont matière à monter beaucoup plus. Nous, quand on fait des modèles assez simples économétriques en prenant différentes variables, on a un objectif qui est entre 2,30 et 2,50 sur le 10 ans US. Donc déjà, dans cette situation-là, ça impliquait pour nous, fondamentalement, compte tenu de la croissance, les taux n'ont pas matière à aller beaucoup plus au-delà de ça et on s'attend à les voir revenir justement vers ces 2,5. Donc effectivement, il peut se passer beaucoup de choses en termes d'allocation d'actifs avant la récession et je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Quand on fait un tableau de bord, et on le fait sur l'économie américaine, qu'on regarde les grandes valeurs liées aux consommateurs, à l'activité, au prix, etc., effectivement, le signal prix est inquiétant. Il est compatible avec un niveau de prix très élevé qui implique derrière des difficultés économiques. Mais quand on regarde nos consommateurs, la confiance du consommateur, Michigan, il est déjà en ligne avec des niveaux de récession, mais la plupart des autres variables, c'est pas le cas. Non. Si on compare à chaque fois avec les niveaux avec lesquels on était entré en récession, on est toujours dans une phase de ralentissement, mais il n'y a rien qui indique l'imminence d'une récession. Or, et j'ai envie de dire que la réaction du marché, même si elle est brutale, elle est volatile, etc., on fait moins 15, peu importe les indices, mais ce que disait Olivier, dans un contexte extrêmement compliqué, c'est pas le tarif d'une récession. Le tarif historiquement d'une récession, c'est moins 35. Et quand on ajoute du systémique, c'est plus que ça. Donc on n'est pas encore dans ce scénario-là, on est dans un scénario de volatilité. Ça, pour nous, en tout cas, les marchés, même s'ils sont très volatiles, sont encore
exploitable, investissable. Il y a des choses à faire. Il faut être plus actif en termes d'allocation d'actifs, mais c'est plus compliqué en tout cas. Oui, quand vous dites... Mais c'est pas encore l'imminence de la récession. D'accord, donc il ne faut pas déserter totalement les actifs risqués, les marchés actions à ce stade. Mais alors, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu un exercice très amusant qui a été fait par Bloomberg entre 2000 et 2003, et les marchés ont baissé de 50%, etc. Et je crois si 75% même pour le Nasdaq. Hein, voilà, exactement. Sauf qu'entre-temps, on a eu des rebonds, une douzaine de rebonds de plus de 10%. Et si on regarde le Nasdaq, on a même eu des rebonds de près de 50% entre-temps. Donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur le bas-côté et ne rien faire. La récession est peut-être, encore une fois, elle n'est pas irrémédiable, mais elle n'est pas encore immédiate. Ouais. La relation, sur le marché obligataire, là, Olivier, est-ce que le comportement a changé Je crois quand même que sur le marché obligataire, il y a quand même la notion de prix absolu. Hein. Et on est en train de redécouvrir quelque chose qu'on avait perdu de vue depuis 4 ou 5 ans, qui s'appelle le portage. C'est-à-dire simplement, j'achète un truc, il ne se passe rien, et non seulement je ne perds pas d'argent, mais éventuellement, je peux en gagner. Donc, effectivement, les 3% sur le T-Note 10 ans, ça a l'air d'être un premier niveau intéressant pour des investisseurs. Même en euros, même pour un investisseur, parce que j'ai compris que la couverture coûtait quand même très cher. C'est intéressant pour les Américains. C'est intéressant pour les Américains. Ça deviendrait vraiment intéressant si l'indice de volatilité obligataire, le MOVE, passait sous 100. Vous savez que c'était un de mes indices de volatilité préférés. Quand on a un MOVE qui se balade entre 110 et 140, ce qui est les niveaux de 2008, ce qui est les niveaux de début de crise Covid, ce qui est vraiment des niveaux, entre guillemets, d'affolement, c'est quand même difficile de dire à 3%, j'y vais, je mets tout mon investissement obligataire sur le... C'est quand même censé... Alors, il y a de la volatilité normale, mais c'est censé être du sans risque. Donc, sur le marché américain, je pense que quand même, notamment les grands fonds souverains, peuvent commencer à s'intéresser à un T-Note à 3%. Paradoxalement, ce qui pourrait les embêter plus, c'est le niveau du dollar. C'est-à-dire qu'on a envie d'acheter du T-Note, par exemple, si vous êtes investisseur en euros, quand ça vaut 1,20 ou 1,25, c'est pas idiot d'acheter du T-Note à 3% de carry. Quand c'est à 1 ou 1,02, bon, c'est moins sexy. Donc ça, c'est pour le marché du dollar. Mais là où je reviendrai peut-être commencer à mettre un doigt de pied dans le marché risqué, c'est sur le high yield européen, où finalement on a un portage qui lui est vraiment très intéressant. Sur du WB 5 ans, vous avez, selon la cyclicité des émetteurs, entre 4,5 et 4,75 de taux de rendement. 4,5 et 4,75, je vous rappelle juste qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous vous battiez pour avoir 2,5 ou 3% de rendement sur même du single B. Donc là, vous avez sur des entreprises qui sont quand même de qualité, avec des bilans qui sont quand même solides, un portage qui est intéressant. Puis un petit calcul fait que si vous vous trompez, vous achetez maintenant à 4,5 et que ça vaut 5,5 dans un an, vous n'avez pas perdu d'argent en mark-to-market. C'est-à-dire que le portage sur une année vous a remboursé ce que vous perdez en mark-to-market sur la hausse des taux de 1%. Et par exemple, comme vous dites, un rendement qui passerait de 4,5, 4,75 à 5,5. 5,5, ce serait l'idée qu'on est en récession, par exemple, de voir des taux du rendement, du haut rendement à ce niveau. Je pense que la sélection de titres en ce moment est vraiment importante, parce que ce que vous devez faire, c'est probabiliser une récession ou pas sur 2023-24, chacun son scénario, et investir dans des titres, que ce soit d'ailleurs actions ou obligations, qui peuvent passer par-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont des bilans suffisamment solides pour avoir une récession, qu'elle soit technique ou un peu plus profonde, qui n'auront pas besoin de faire d'augmentation de capital, qui n'auront pas besoin de refinancer leurs dettes au pire moment. Et ça, vous pouvez en trouver. Et d'ailleurs, à contrario, ce qui répond exactement pas à ça, c'est la tech américaine non profitable. Vous savez qu'il y a plein de boîtes qui ne pourront pas passer jusqu'en 2025 sans se refinancer à un moment en 2022 ou 2023. Donc si vous êtes en récession à ce moment-là, ça va être compliqué, ça va être cher, cash flow négatif, ça va être compliqué pour lever ou de la dette ou de l'equity. Donc tout ça pour dire que sans prendre de risques énormes, vous commencez à avoir de l'intérêt sur les obligations, et c'est quelque chose qu'on avait vraiment oublié depuis assez longtemps en zone euro. Donc hors une récession très grave, donc, je ne sais pas moi, 3 ou 4 trimestres et sur un émetteur cyclique, le risque me paraît intéressant là. Il n'est pas question de mettre tout là-dessus, mais je pense que ça commence à être regardable. Florian, vous disiez effectivement, le marché est devenu très très bearish, sachant que vous étiez déjà très prudent depuis de nombreux mois. La dernière fois qu'on s'est vu, vous recommandiez 40% de cash dans les portefeuilles modèles, hein, c'est ça
Aujourd'hui, vous êtes à 70. D'accord, voilà. Non, mais pour montrer un peu le chemin. Et à 70% de cash, vous trouvez-vous aujourd'hui que le marché est devenu très bearish? C'est vrai que les indicateurs de sentiment montrent une peur extrême, comme on dit. Le cash au global dans les portefeuilles, on l'a vu dans la dernière enquête mensuelle de BOFA auprès des gérants d'actifs, est à 6% et quelques. C'est-à-dire les niveaux qu'on avait sur septembre 2001, il faut s'en souvenir. Malgré ça, on a du mal à voir un vrai buy the dip, quelque chose de fort et d'un peu étayé dans le marché. Est-ce que c'est quand même quelque chose de possible à ce niveau de bearishness, de peur extrême du marché des investisseurs? Déjà, juste pour être clair, ce qui nous amène à avoir 70% de cash dans nos portefeuilles, c'est deux éléments. C'est déjà le drawdown réalisé. On a un portefeuille qui est systématique. Donc, au partir du moment où on commence à perdre de l'argent, naturellement, on désinvestit des marchés. On est passé de 150% d'exposition en novembre à aujourd'hui 30% d'exposition. C'est le premier élément. Et le deuxième élément qui nous amène à faire ça, c'est les stratégies de suivi de tendance. Tous les signaux de trend following, qu'ils soient intraday ou daily, dans l'ensemble, ils nous ont amenés à désinvestir progressivement au fur et à mesure de l'année. On a attaqué le deuxième trimestre, considérablement désinvesti. Bon, on s'en plaint pas aujourd'hui. Voilà. Nous, ce qui nous fait peur, évidemment, c'est que cette bearishness extrême qu'on voit partout, donc le fait que les investisseurs eux-mêmes soient extrêmement pessimistes. On peut aussi citer l'enquête AAII, l'enquête américaine sur le positionnement des traders, du retail, disons. Les bêtas des global macro qui ont aussi considérablement baissé. Il y a pas mal de choses qui s'ajoutent, plus tout ce qu'on voit sur les dérivés, le skew, disons la structure de la vol, tous ces éléments-là nous amènent naturellement à un marché qui aujourd'hui anticipe le pire, en tout cas anticipe cette récession. Nous, ce qu'on dit, cette récession, elle n'est pas spécialement pour demain, elle n'est pas pour le deuxième trimestre. Elle va venir progressivement au fur et à mesure que les banques centrales vont resserrer les boulons et la Fed, 3%, c'est peut-être le taux neutre, mais il y a des chances qu'on aille au-delà de 3% parce que aussi longtemps que la Fed verra de bons chiffres économiques, et notamment le marché immobilier, voilà, le mercredi... Et la capacité de résilience du marché immobilier américain, elle est peut-être... Elle est formidable. Oui. Même avec des mortgages à 5,30, 5,50 pour des taux à 30 ans. On va voir le temps que va prendre l'augmentation de ce coût du financement à avoir des effets de domino. Mais il y a une inertie importante à attendre. Exactement. Et cette inertie, elle est difficilement prévisible. On parlait de 4% d'anticipation de croissance aux États-Unis au début de l'année. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 3% anticipé. Quid de la récession? Maintenant, quand on regarde la dispersion des prévisions, si vous regardez un petit peu ça, c'est assez intéressant. La plus haute des prévisions en début d'année, la plus basse des prévisions en début d'année était de l'ordre de 2,7% aux États-Unis. C'est maintenant, elle est à peu près à 0%. Donc il y a quand même une unique personne dans l'échantillon qui anticipe une croissance zéro aux États-Unis. Voilà, donc bon, il y a... on verra sur le Q4, effectivement, où en est la croissance américaine. Mais, exactement. Mais du coup, pour vous, le risque aujourd'hui, c'est quoi? Que le prochain mouvement, ce soit un rebond de 10% ou que ce soit une forme de panique ou de capitulation totale avec 10% de baisse en plus? On n'a pas vu la capitulation, c'est ça qui nous empêche de profiter on pourrait commencer à avoir peur d'un rebond lorsqu'on aura vu une capitulation. Les journées qu'on a eues pourquoi elle vient pas, cette capitulation? Aujourd'hui, quand on regarde le VIX, l'indice des volatilités implicites, là, les achats de puts ne sont pas suffisants, les achats de couverture ne sont pas suffisants pour qu'on puisse commencer à avoir cette capitulation. Il n'y a pas encore ce sentiment de peur intense. On a commencé à se dire, peut-être que demain, il y aura une récession, je commence à avoir peur, je commence à ajouter de la couverture à mon portefeuille. On n'y est pas encore, on n'est pas encore à ce stade-là. On commencera à avoir peur par rapport à notre positionnement lorsqu'on aura vu cette capitulation. Peut-être a-t-on besoin de vraiment un déclin de l'ISM, un déclin des enquêtes de la Commission européenne pour commencer à voir cette capitulation effective. La vraie capitulation, elle s'est faite en 2008, elle s'est faite, bon, évidemment, avec les Lehman Brothers, mais elle s'est aussi faite avec un ISM à 45. Aujourd'hui, là, on est à 55. Exactement, on est encore loin de ces niveaux-là. Donc, je pense que le mauvais réflexe qu'on a pris du Covid, c'est qu'on s'est dit, les chiffres économiques dans le Covid ne nous ont servi à rien, puisque l'État a débranché l'économie, rebranché l'écononomie. Il ne servait à rien de suivre les chiffres économiques pour deviner le point bas du marché, alors qu'historiquement, un ISM qui rebondit, c'est un marché qui repart. Un ISM qui s'effondre, c'est un marché qui s'effondre. Cette crise-là, celle à laquelle on peut s'attendre, c'est une crise endogène, pas exogène. C'est une crise qui va venir à cause de facteurs qui sont de l'intérieur de l'économie. Et nous, on pense qu'on peut faire confiance aux statistiques économiques. Pour l'instant, le consommateur est déprimé, mais en même temps, est-ce qu'il est déprimé parce qu'il paye son échange trop cher, ou parce que vraiment il s'inquiète pour son emploi?
C'est ça. J'ai compris qu'il y a une très forte polarisation politique quand même aussi dans l'enquête du Michigan entre républicains et démocrates. Ils vivent dans la même économie, mais ils n'ont pas la même vision ou la même perception de l'économie. Est-ce qu'il y a des effets de marché techniques qu'il faut avoir en tête quand on est dans ces phases de marché compliquées? Alors, j'hésite même à parler d'un bear market général ou pas, mais enfin, c'est quand même un peu la question. Mais du côté des clients, est-ce que... Alors, j'ai quand même l'impression que globalement, ça décollecte un peu en général, c'est les flux qu'on voit. Mais est-ce que, je ne sais pas, à moins 10, à moins 15, est-ce qu'il y a un risque de capitulation des clients chez les gérants d'actifs, Olivier, qui accélérerait à travers les rachats, peut-être, les baisses de marché? Alors pour l'instant, c'est pas arrivé. On constate effectivement de la décollecte sur les actions européennes essentiellement, ce qui est toujours, dès que ça va un peu moins bien, c'est la première classe d'actifs à être vendue. Mais il n'y a rien d'important. Il n'y a pas de capitulation des investisseurs, ni privés, ni institutionnels, qui eux d'ailleurs n'ont quasiment pas bougé, en tout cas chez nous, depuis le début de l'année. Non, il y a, en facteur technique que vous évoquiez, il y a peut-être ce qui est à terme peut être un peu plus inquiétant, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a un manque de liquidité dans les marchés. Sur les prix des valeurs, que ce soit obligataires, actions, même des grosses capitalisations, vous voyez que les écarts de prix pour une transaction sont un peu plus fortes. Alors, il y a probablement plein d'explications. Vous savez que notamment les traders quantitatifs et les algorithmes font une grosse part des volumes quotidiens. Peut-être que c'est des marchés qui sont moins agréables pour eux ou plus difficiles, je ne sais pas. Et d'ailleurs, vous parliez des tendances. C'est intéressant parce qu'on regardait beaucoup les moteurs de performance des CTA. Vous savez, tous ces fonds de suivi de tendance depuis le début de l'année. Et vous voyez que la classe d'actifs actions est un très faible moteur. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à capter des tendances. Autant commodity, pétrole, et même emprunt d'État, ça a été, entre guillemets, pas facile, mais il y a des tendances. Oui, puis c'était des one-way trades, quoi. C'était vraiment son. On voit bien que sur les actions, ce moteur de performance n'est pas allumé pour eux. Donc, ça veut quand même dire que la structure actuelle du marché n'est pas habituelle. Alors, pour des raisons que j'ai pas forcément ici en tête, mais qui manifestement sont là. Et les absences de liquidité, ça peut être soit des rebonds violents, soit des flash crash. On connaît les deux occurrences qui peuvent arriver quand on voit que le marché est un peu moins liquide. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de capitulation des investisseurs en termes de flux. Ça, on l'a pas encore vu. Non. Alors, si je voulais juste ajouter un élément. Bien sûr, Florian. Sur ces stratégies systématiques, notamment les fameux CTA, il y a quelque chose qu'on trouve assez intéressant ces temps, c'est que, évidemment, on a deux types de stratégies CTA, intraday et daily. En général, les intradais sont assez bons pour arriver à capter les retournements soudains. Il faut que la séance s'effectue dans un sens unique, parce que sinon, évidemment, c'est plutôt la porte de saloon. Mais voilà. Et au contraire, les autres, ceux qui sont plus long terme, ils captent bien les tendances très longues. Donc 2018, le flash crash, l'explosion du VIX, évidemment, le court terme marche, le long terme ne marche pas. Fin 2018, même chose. 2008, ça marche très bien. Les deux en même temps marchent très bien. Et actuellement, les deux recommencent à marcher de concert très bien, ensemble. Nous, c'est la principale source de return de nos fonds cette année. Ce sont ces doubles stratégies de suivi de tendance. Et c'est assez rare qu'on ait une configuration où ça se mette à rapporter de l'argent. Et c'est plutôt rassurant que des acteurs de marché de ce type-là ne se retrouvent pas sous l'eau aujourd'hui. Oui, non, enfin... Disons que la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2008. En fait, ces stratégies, elles captent des tendances macro. Enfin, les tendances macro marchent très bien sur ces stratégies. La tendance macro, c'est le resserrement des conditions monétaires. Donc, c'est ce qui explique aussi l'assèchement de la liquidité, etc., etc. Mais disons, il se passe quelque chose de très macro, de pas très marché, et on a un peu de la peine à gérer cet épisode-là. C'est un marché très macro. Exactement. Ouais. Bon, sur le marché, si vous aviez des commentaires. Puis, je voulais qu'on dise un petit mot, des banques centrales... notamment de la Banque Centrale Européenne. Je crois que pour la Fed, en tout cas pour les 2 prochains meetings, ça semble bien balisé. C'est balisé. C'est balisé, ok. On remet pas tout de suite le 75 points de base sur la table, non, c'est d'accord. Donc la question maintenant, c'est de savoir si le but de la BCE est de sortir au plus vite des politiques exceptionnelles, quantitative easing et taux de dépôt négatif, qu'est-ce qui peut se passer entre aujourd'hui et le 21 juin. Il y a un meeting le 9 juin, il y a un autre meeting le 21 juillet, pardon. Et c'est quand même assez long comme calendrier, je trouve.
C'est assez long, mais je pense qu'effectivement l'objectif est de donner le signal qu'on va sortir de ces politiques exceptionnelles. C'est pas nécessaire de le faire très rapidement. Je suis pas sûr que je vois aucune raison de brutaliser un marché qui est déjà soumis à des pressions extrêmement importantes. Il y a un impératif qui est celui de l'affaiblissement de l'euro qui devient véritablement problématique. Ça, immanquablement, indirectement, ça devient un objectif de politique monétaire, puisque ça renforce la problématique inflationniste. Donc je pense qu'il y a une volonté à la fois de sortir de ces politiques exceptionnelles, de donner un signal qui permettrait d'aider un petit peu l'euro, mais pas nécessairement de brutaliser, parce qu'il n'y a tout simplement pas le besoin de le faire en réalité. Encore une fois, et à chaque fois on y revient, mais ce qui se passe en zone euro d'un point de vue inflation, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. Et ce qui est plus en horizon pour la BCE, c'est d'aller, malgré tout, on voit qu'il y a un conflit en Europe qui finalement s'installe. Et finalement, on se rapproche de plus en plus d'une économie de guerre, quoi. En réalité, et la BCE, historiquement, les banques centrales, ce qu'elles font dans cette situation-là, c'est qu'elles financent l'effort de guerre, même s'il est indirect. Donc là, il va falloir effectivement faire un effort pour protéger les populations de cette inflation qui vient essentiellement de l'offre. Et ça passe par l'aide de la BCE pour le faire. Donc le fait de sortir brutalement, j'ai du mal à y voir l'intérêt, à part montrer une détermination qu'on n'a pas abandonnée, etc. Mais je ne vois pas l'intérêt. Je pense qu'on va en sortir, mais que ça restera fait comme le fait la BCE, ce sera de façon assez progressive. Et qu'elle a une fenêtre de tir quand même suffisamment large pour faire 2 fois 25, 3 fois 25 s'il faut, ou 4, sans être obligé de bousculer son calendrier, parce que la fenêtre de tir serait déjà peut-être trop resserré pour prendre le temps de normaliser. Je pense que le risque est plus important d'aller trop vite en réalité par rapport à la nature de l'inflation que subit la zone euro aujourd'hui. Oui. D'accord. Bon. Dans l'histoire des banques centrales, ce qui nous a tous un peu marqué, c'est quand même la Banque d'Angleterre aussi. Je rappelle à chaque fois, première banque centrale du G7 à monter les taux en 2021. Elle avait déjà abandonné le qualificatif transitoire avant même Jérôme Powell. 4 hausses de taux délivrées. Bon, ils ont 9% d'inflation sur un an et 0 croissance. Voilà. Oui, où ils en sont. Ça veut bien dire que la situation n'est pas la même qu'en zone euro quand même. C'est-à-dire que moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne vois pas l'intérêt de faire une hausse de 0,50 au mois de juillet qui... Bon, on va dire que c'est plus une surprise puisqu'il commence à y avoir des intervenants qui commencent à l'évoquer, mais je vois pas à quoi ça sert en fait. À sortir vite du taux de dépôt négatif. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est ça qui va arrêter la hausse du prix du pétrole, des comos ou des matériaux importés? Non. Alors ça peut arrêter. Non, mais monter le taux à plus 0,5, ça changera rien non plus à cette situation. Exactement. Si l'objectif c'est de remettre le taux à zéro. Alors moi je pense que l'objectif c'est d'avoir un taux à zéro ou positif pour la fin d'année, mais l'intérêt de l'avoir dès le mois de juillet, franchement, je le comprendrais pas, surtout si on est toujours dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vois pas l'intérêt de stresser. Ça soutiendrait l'euro. Oui, bon, c'est vrai que je vois pas l'intérêt de stresser le consommateur, les entreprises de la zone euro par une hausse qui, pour l'instant, serait surprise pour eux en tout cas. En faisant ça. Après, il y a tout à fait le moyen de faire 0,25 en septembre et puis de voir en fin d'année où on en est. Mais là où vous avez raison, c'est que sortir de ces taux négatifs, ça c'est une priorité absolue. Et d'ailleurs, si vous regardez les taux 3 mois, les Euribor, les swap OIS ou autres, ils ont quasiment pas bougé depuis le début de l'année. On est en hausse entre 10 et 12 BP. C'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, ce serait une énorme surprise pour le marché. Peut-être pas pour les prévisionnistes qui commencent à l'envisager dans leur scénario, mais pour le marché monétaire, ce serait un coup de tonnerre. Bon, oui. On verra. Il y a le 9 juin entre-temps, un meeting qui sera quand même important avec les nouvelles prévisions économiques. Et puis le signal, sans doute, pour les décisions qui sont attendues pour le 21 juillet. Je ne sais pas s'il y a des éléments... Oui. Il faudrait juste, à la réunion du 9 juin, il faudrait aussi prévoir pour la BCE un programme de contrôle des spreads de crédit. Parce que si vous, avec l'Europe du Sud, si vous commencez à monter de 0,50 au mois de juillet sans avoir de programme à disposition, un énième acronyme de la BCE pour contrôler les spreads de crédit de l'Italie ou de l'Espagne par rapport au Bund. Donc tout ça me paraît, franchement, c'est jamais impossible, mais ça me paraît peu probable. Bon, les spreads, pour l'instant, il n'y a pas de signal trop alarmant sur les écarts de coûts de financement des États en zone euro. Ça reste... Le BTP à 10 ans, vaut le T-note, c'est à peu près ça le tarif du marché.
Bon, ça fait quoi, 200 points d'écart entre l'Italie et l'Allemagne, c'est ça. Si vous avez des commentaires sur la BCE, et sinon je voulais qu'on dise un petit mot de la Chine. Alors bon, c'est l'histoire permanente évidemment, mais est-ce qu'on est toujours dans une phase où les mauvaises nouvelles en Chine sont des mauvaises nouvelles pour les marchés, ou est-ce qu'il y a un moment, un point d'inflexion qui fait que, je sais pas, la Chine pourrait être pourvoyeuse de meilleures nouvelles? Alors, on est, comme vous le savez, très data-driven, comme diraient nos banquiers centraux. Oui. Mais peut-être juste sur la BCE, on a un point de vue un petit peu différent. On est d'accord sur le fait que monter de 50 points de base n'est pas une urgence. Maintenant, le point d'ancrage, le point final tel qu'il est anticipé aujourd'hui par le marché, on a de bonnes chances d'être surpris à la hausse. Enfin, la BCE, on peut imaginer qu'elle ait une trajectoire décalée de 6 mois par rapport à la Fed. En tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'on voit la chose. Cette guerre en Ukraine, elle n'a pas encore tué la consommation européenne. C'est là que notre scénario diverge un petit peu. Et du coup, évidemment, on s'attend à un peu plus de surprise. Et dans le cas de la BCE, vu ce qui a été annoncé en début d'année, ce serait vraiment une surprise par rapport à... Donc vous croyez à une vraie normalisation de la BCE, pas juste sortir des taux négatifs? Oui, bien sûr. D'accord. Oui. On a un problème d'inflation, ce problème d'inflation il est fort. Maintenant, il y a le problème des spreads périphériques qui est un problème auquel la Fed n'est pas confrontée. Faire du quantitative tightening en Europe, ce serait lâcher une bombe au-dessus de la zone euro. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Par contre, contrôler la partie courte de la courbe et la faire remonter un petit peu, créer un petit peu ajouter encore au flattening, voire inverser la courbe, ça c'est quelque chose qui nous semble à ce stade-là quelque chose de désirable. Désirable. Okay. Maintenant sur la Chine, la Chine ça va pas bien. Je pense que c'est assez clair. Mais tout le monde le sait maintenant. La semaine passée, on a eu une bonne nouvelle quand même. C'est que les masses monétaires ont repris leur envol en Chine. Donc il y a quelqu'un à la barre. Il y a une impulsion monétaire. Exactement, qui a commencé à se dire, oui, peut-être que ça commence à ressembler à 2020, voire à 2008. Et voilà, les masses monétaires sont en hausse. Alors c'est toujours fait de façon un petit peu discrète. Les annonces sont pas forcément très claires de ce côté-là. Ça pourrait ajouter au risque potentiel d'un rebond de court terme aussi, parce que si on voit un peu, on a vu ça un peu, les stocks chinois commencer à se reprendre. Oui, on a vu 2-3 jours sur la tech chinoise où c'était un peu mieux. Et ça, on pense que ces flux monétaires sont pas complètement étrangers à cette demi-stabilisation. Maintenant. Il est difficile de nous voir tous collectivement rentrer dans une récession dans les X prochains trimestres sans que la Chine se mette à souffrir elle-même. Aujourd'hui, la Chine, elle est soulevée en partie par nos importations. Les importations chinoises, elles ont atteint des niveaux qu'on n'a jamais vus. Oui, les importations venant de Chine, c'est ça. Oui, donc les exportations chinoises vers le reste du monde. Oui, exactement. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a soulevé l'économie chinoise, qui l'a tenu. Maintenant, si la PBOC et le gouvernement central mettent une petite couche en plus, ça ne peut qu'aider cette économie au moins se stabiliser. Ça serait déjà bien. On voit d'ailleurs que les seules recettes qu'ils trouvent, c'est à travers le commerce extérieur, les exports et la baisse du yuan, quoi. C'est-à-dire que c'est la seule recette qui permet de donner un peu de résistance à l'économie chinoise aujourd'hui. Je rejoins assez bien ce qui vient d'être dit. Ça pourrait être l'élément qui pourrait être le catalyseur un petit mieux sur les marchés, en tout cas un phénomène de rebond. D'ailleurs, il y avait eu on évoquait la tech chinoise, mais il y a eu une rencontre entre un des ministres. Oui, il y a même un symposium. On nous a parlé d'un symposium. Il faut oublier en octobre, il y a une date très importante où d'ici là, il y a possibilité de faire quelque chose et puis faire de nouveaux plans de dépenses, d'infrastructures, et ça sert peut-être pas vraiment à grand-chose après ce que la Chine a traversé. Ça pourrait être des éléments différents. Donc peut-être aussi un petit mieux de ce point de vue de la tech, où après avoir très largement serré le cadre réglementaire, il y a peut-être besoin un peu de soutien, quoi. Donc effectivement, ça pourrait passer par là. Justement, je rejoins ce qui vient d'être dit, la Chine pourrait être le catalyseur à un léger mieux sur les marchés, en tout cas le point de départ de ce rebond, alors qu'on a un environnement qui est plutôt moribond. Ouais. Quand on voit un taux de chômage qui est historiquement élevé pour l'économie chinoise, tel que publié officiellement, ça inverse un petit peu les priorités pour le gouvernement chinois. Moi, je suis toujours cyber sur la Chine depuis plus de 2 ans, donc j'ai pas envie de rattraper le couteau qui tombe. En revanche, pour les entreprises européennes, quand on les interroge, il commence à y avoir du mieux sur les chaînes de production. Ça rouvre. Ça rouvre. Si vous interrogez Faurecia, si vous interrogez Genstore, tout ce qui est en fait à base de composants électroniques, ça va beaucoup mieux qu'au dernier trimestre de l'année dernière. D'accord. Donc,
Globalement, ça veut dire que c'est en voie de normalisation. Après, trouver le point bas à 3 mois près sur les indices chinois, moi, je ne me risquerais pas encore. Oui, parce que Cisco nous dit pas tout à fait ça aujourd'hui. Hein. Cisco évoque les problèmes d'offres alors sur l'Ukraine et sur la Chine en disant ça va nous mettre des ventes en baisse au deuxième trimestre. Là. Oui, c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que les chaînes se régularisent entre la production et la demande. Mais en termes de production, en tout cas, tous les importateurs de composants électroniques, alors de haut de gamme, pas ce qui est dans le tout venant, sont en train de vous dire que c'est en train de revenir à peu près à des niveaux de production à peu près normés. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Olivier de Béranger, directeur général délégué, directeur de la gestion de la financière de l'Échiquier. Benoît Pelloual, stratégiste chez Vega IM. Et Florian Yelpo, le responsable de la gestion macro et multi-assets de Lombardier, étaient nos invités en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des produits structurés. Un thème qui revient sur le devant de la scène depuis quelques temps. Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle. On va en parler ce soir avec Patrick Chotard, qui est à mes côtés, le président fondateur de Linceus Partners. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Linceus Partners, c'est une société, alors une fintech, c'est comme ça que vous présentez, dédiée à l'investissement, créée en 2017, avec deux grandes spécialités, deux grands domaines d'expertise, en termes de solutions d'investissement de classe d'actifs. Il y a la dette privée et les produits structurés. Et les produits structurés dont on va parler ce soir. Exactement. Et le premier exercice, quand on parle de produits structurés, pour démythifier un petit peu peut-être ces produits, c'est d'apporter une définition la plus simple possible, Patrick. Alors voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent, donc les produits structurés sont un type d'investissement financier dont la formule de remboursement est connue à l'avance. Donc en fait, il s'agit d'un contrat qui est établi entre l'investisseur et celui qui émet le produit financier. Donc avec des caractéristiques en termes de maturité, en termes de rendement potentiel, en termes de perte aussi, si ça se passe mal, qui sont connus à l'avance, contrairement à une gestion, on va dire, plus active, où on dépend de la performance d'un gérant. Là, c'est des critères qui sont définis dès le moment où on investit. Il y a un contrat et on définit, on va dire, le périmètre ou les bornes, effectivement, autour de ces produits à formule. C'est comme ça qu'on les appelait. C'est ça. À l'époque, on appelait ça des produits à formule ou des fonds à formule. Des fonds à formule, Et effectivement, aujourd'hui, ça s'appelle produits structurés. Oui. C'est pour dire que ce n'est pas nouveau, effectivement, ce sont des solutions d'investissement qui sont bien connues de l'industrie, du marché et des investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, à la fois de l'intérêt stratégique de ces produits, et puis peut-être l'intérêt un peu plus tactique dans le contexte actuel de marché qu'on connaît tous, on en parle tous les jours ici, et c'est un petit peu mon point. C'est vrai que depuis quelques semaines, de plus en plus de conseillers ou de spécialistes en investissement viennent mettre en avant l'intérêt tactique de ces produits structurés. Mais sur l'intérêt stratégique, qu'est-ce qu'on peut dire ? À quoi ça sert ces produits structurés ? Alors déjà, il faut savoir que contrairement à tous les investissements qu'on peut avoir, les actions, les obligations, pour faire une analogie, on va dire que les actions et les obligations, c'est du prêt-à-porter. Un produit structuré, c'est fait sur mesure. Donc c'est un peu un tailleur de l'investissement. Très clair. Et donc là, on va pouvoir permettre à des investisseurs de choisir effectivement s'ils veulent telle maturité, tel niveau de risque, tel couple de rendement-risque, on en parle à longueur de journée ici. Effectivement, l'intérêt stratégique, c'est de pouvoir définir le support qui va être adapté à vos besoins et à votre stratégie. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, stratégique. D'un point de vue plus tactique. Donc ça, et quand vous dites sur mesure, ça veut dire qu'on est capable, mais on y reviendra, on est capable, sur tous les profils de risque existants, que l'industrie connaît bien, on est capable d'adapter et de structurer un produit sur mesure pour chacun des profils de risque. Oui, alors par exemple, je vous donne un exemple très simple. On va prendre deux produits structurés qu'on pourrait lancer aujourd'hui. Par exemple, imaginons un investisseur qui a une vision plus sur les actions. Il se dit, voilà, moi j'ai envie d'investir sur le CAC 40, et sa vision de marché, c'est que le CAC 40 ne va pas baisser de 30%. Donc aujourd'hui, un investisseur qui se dit, le CAC ne va pas baisser de 30%, il peut avoir un rendement garanti de 3% en euros, donc à 5 ans. Donc tous les ans, il va toucher ces 3% tant que le CAC ne perd pas 30%. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, ça va être un investisseur qui a plus une vue sur le marché obligataire,
on va par exemple prendre les 125 noms du high yield en Europe, on va mettre un panier et se dire tant qu'il n'y a pas de défaut, on va toucher 3% par an. Ouais. Là, encore une fois, on a vu que le rendement est le même, mais la vision stratégique derrière de l'investisseur n'est pas la même et c'est lui qui va évaluer si c'est un risque qu'il souhaite prendre ou pas. Oui, donc déjà, la définition du support, c'est quelque chose d'important. Hein. Ah oui, non, mais c'est essentiel. C'est un des paramètres clés, le sous-jacent, comme on l'appelle. C'est un des paramètres clés qui va déterminer justement si on va aller sur tel produit ou concevoir tel produit, parce qu'en fait, c'est créé à la demande, du sur-mesure, ça se fait à la demande. Bien sûr. Pour l'investisseur. Je reprends l'exemple, on parlera de l'intérêt tactique, mais je reprends pour bien comprendre l'exemple du CAC 40. Donc, tant que le CAC ne baisse pas de 30%, il a baissé de 15%. Hein, voilà. Mais imaginons, on se dit, voilà, 15, ça s'arrêtera à 20 et ça n'ira pas jusqu'à moins 30. Je peux espérer 3-4% de rendement, c'est ça, sur un structuré aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le niveau de clôture du CAC 40 aujourd'hui. Sur les 5 prochaines années, tant qu'on va toucher du coup les 3% par an, au bout de 5 ans, on regarde le niveau du CAC 40. S'il est au-dessus de moins 30, oui, on récupère tout son argent. Et on a touché ces 3% par an. Si par contre, là, il a fait, imaginons, on le souhaite à personne, mais qu'il a fait moins 40, on va avoir un investissement comme si on avait investi sur le CAC 40, donc on va faire moins 40. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 0 et moins 30, vous avez une vraie protection qui s'offre. Justement, c'est une sorte de coussin. Et en contrepartie de ce coussin... Et au-delà de la barrière de moins 30... Là, c'est comme si vous avez... Je prends la perte. Mais par contre, en contrepartie de ce coussin, vous avez capé votre rendement à 3%, même si le CAC avait fait plus 50. Très clair. Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être un moment tactique intéressant aujourd'hui pour regarder ces solutions d'investissement, plus que d'habitude peut-être, Patrick ? Alors, effectivement, l'engouement pour les produits structurés n'est pas nouveau. Ça fait des années, je dirais même une bonne dizaine d'années où on a un trend où tous les ans on voit les volumes de transactions sur cette classe d'actifs augmenter. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a 2 composantes dans les produits structurés. Il y a la composante obligataire, donc ça renvoie à tout l'environnement des taux, et la composante optionnelle qui renvoie à la volatilité. Vous voyez bien toute la journée qu'on parle de volatilité élevée, et les produits structurés, on va dire classiques, tous ceux qui se traitent majoritairement en France, sont vendeurs de volatilité. Donc aujourd'hui, tactiquement, avec les craintes géopolitiques, les craintes macro, on voit l'indice de la peur, le VIX. On est à 35, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, dire, en fait, c'est le moment de le vendre. Parce qu'effectivement, on a été des périodes où on était à une volatilité à 16, là on est à 35, vaut mieux vendre quelque chose à 35 qu'à 16. Donc tactiquement, on a ça. Après, on a aussi l'environnement des taux qui évolue, alors surtout avec la Fed, surtout aux US, et aussi en Europe, bientôt avec la BCE. Et cette composante en fait obligataire va permettre d'offrir des rendements aussi plus élevés. Parce qu'on va avoir plus à dépenser dans l'option, parce que le zéro coupon est moins cher. À qui ça s'adresse ? Enfin, en tout cas, de votre perspective chez Lincius Partners, quelles sont les grandes typologies de clients qui s'intéressent justement à ces produits structurés et même quantitativement, qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre activité, dans votre business ? Nous, au sein de Lincius Partners, donc 2020 a été une très, très belle année parce qu'on a fait pour 2,9 milliards d'euros quasiment de transactions, donc sur des produits structurés. Donc sur l'année passée, ça, 2021. Sur 2021. D'accord. Donc, et on s'articule autour des professionnels de la finance. Donc les professionnels de la finance, ça va être les sociétés de gestion, les CGP, les banques privées, qui vont proposer à leurs clients investisseurs des produits structurés. Et dès lors, on voit se dessiner en fait 2 profils, un peu type. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir l'investisseur, on va dire retail, ou peut-être certes fortuné parce qu'il... Oui, bien sûr, une surface patrimoniale, importante, qui lui va chercher, grosso modo, il aime beaucoup le marché action, il va chercher des rendements qui vont être entre 6 et 8%. Donc on va constituer des produits sur la base du marché action qui vont avoir cette couple rendement-risque autour de 6 à 8%. Mais on voit se développer aussi, par l'intermédiaire des CGP et d'autres, des trésoreries qui aujourd'hui ont du cash, mais qui se disent, voilà, si j'ai du cash aujourd'hui, parfois je suis même taxé sur les dépôts, et en plus j'ai l'inflation qui arrive. Donc ils se disent, il faut ce cash, il faut absolument que je le place. Mais dès lors,
on voit quand même qu'ils ne vont pas chercher du 6 à 8%, parce Oui. que l'intérêt d'un Oui. trésorier, ce n'est pas de faire 6 à 8%, Non. c'est de garder son cash et de lutter contre l'érosion de l'argent. Ouais. Donc là, Préserver son capital. là, on voit des trésoriers d'entreprise qui contactent via nos partenaires, qui ont des rendements cibles entre 1 et 3% pour les plus audacieux. Ah ouais. Ah ouais, je comprends. C'est des produits qui, sur la partie retail, c'est des produits qui se démocratisent parce qu'il y a la question du ticket d'entrée. Est-ce que de ce point de vue-là, sur 10 ans effectivement d'historique qu'on peut avoir, hein, l'appétit pour cette classe d'actifs, est-ce que c'est une classe d'actifs qui se démocratise aujourd'hui, Patrick ? Alors, en fait, il faut voir que c'est une classe d'actifs qui est historiquement réservée à des gens qui ont une très grande surface financière. Des clients de banque privée, pour dire les choses. Les clients de banque Voilà. privée, le ticket minimum, il y a une dizaine d'années, en dessous d'1 million, on ne regardait pas. C'est-à-dire qu'en dessous d'1 million, pour un produit. Oui, bien sûr. Pour un Oui, produit, oui. c'était 1 million, donc ça limitait quand même le nombre Bien de sûr. candidats. Bien sûr. Aujourd'hui, grâce à la technologie, et c'est aussi là où l'INSEUS intervient, grâce à nos outils technologiques, on démocratise aussi, avec nos partenaires banques d'investissement, pour avoir des tickets d'entrée qui vont être beaucoup plus bas. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à faire des produits sur mesure pour 100 000 euros, mais pas forcément pour un client. Oui. Ça peut être un pool de clients qui ont 100 000 euros, qui ont les mêmes attentes en termes de risque-rendement et qui vont pouvoir investir. Un costume sur mesure, ça peut convenir à plusieurs clients du même gabarit. Oui, c'est ça. Si on a le même gabarit, ça fonctionne comme ça. Une dernière question, Patrick, parce que vous avez cette historique et ce recul sur la manière dont ces produits structurés ont évolué. Moi, j'ai en tête qu'il y a quelques années, c'est des produits qui ont eu mauvaise presse. Et peut-être que d'ailleurs, certains téléspectateurs qui nous écoutent ont encore en tête l'idée que, attention, produits structurés, c'est des black box, c'est pas forcément bien construit, c'est pas forcément très transparent. Il y a eu des petits accidents industriels ici et là. Il y a eu peut-être des ventes un peu mal faites de la part de distributeurs sur ces produits-là. Bref, on a connu cette période-là. Est-ce que de ce point de vue-là, les choses ont changé ? Alors, il faut voir qu'on est dans un monde post-2008. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des mauvaises presses. Oui. Et ce que je dis sur les structurés, c'est vrai pour plein d'autres produits. Mais là, en l'occurrence, ce sont les structurés. Sur le monde financier, au global, il y a eu beaucoup de travail de l'industrie. Pour plus de transparence, je prends un exemple sur la classe active des produits structurés. L'AMF a fait un gros travail dessus en disant que pour les appels publics à l'épargne, donc là, pour aller toucher du retail, un produit ne peut pas avoir plus de 3 mécanismes. Ça permet à l'investisseur retail d'avoir une compréhension plus importante, en tout cas plus accessible, du fonctionnement du produit. Et c'est d'ailleurs un point crucial. Quel que soit l'investissement, en structuré ou sur une autre classe d'actifs, le plus important, c'est de comprendre dans quoi on investit et comment ça marche. L'investissement qu'on ne comprend pas, c'est une bombe à retardement. Celui qu'on comprend, ça peut être un allié. Donc là, effectivement, on voit aujourd'hui que ce travail a été fait, que aussi l'éducation financière, grâce à des acteurs comme vous, grâce à tout le monde. Non, mais bien sûr. Se répand. Et là, on voit justement l'avantage du produit structuré, c'est qu'on peut aller à la fois sur des sous-jacents très lisibles, une action genre Orange, EDF, Engie, on a une visibilité parfaite, on peut le suivre à tout moment. Certes, on a un risque un peu idiosyncratique spécifique sur l'action, mais on va être rémunéré pour ce risque. Après, on peut aussi, comme je l'ai cité en exemple, sur des indices, sur des indices, ça peut être le CAC 40, ça peut être des indices genre sectoriels, comme le SX7E, qui est l'Eurostoxx Bank, où là, on va prendre un panier, donc un indice, donc on va se limiter en termes de risque. Et après, ce qui est important, c'est d'avoir toujours un sous-jacent qui est lisible. Et ça aussi, je pense qu'il y a eu un travail de pédagogie qui a été fait et qu'il faut continuer à faire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'à la rentrée, on va lancer un programme d'éducation financière au sein de l'INSEUS pour former à la fois les professionnels de la finance, mais aussi les particuliers sur la classe d'actifs. Merci beaucoup Patrick. Merci de nous avoir éclairé sur cette classe d'actifs des produits structurés. Patrick Chottard, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le président et fondateur de l'INSEUS Partners.